La personne vulnérable est présente en chacun de nous et la fragilité de la vie en est le témoin quotidien. Pourtant, certains d'entre nous vivent plus que d'autres cette vulnérabilité parce que physiquement, mentalement ou socialement, ils souffrent d'un ou plusieurs handicaps qui les marginalisent dans une société où trop souvent la différence est laissée pour compte. Quels sont les droits des handicapés? Quel est le regard de la société sur la personne handicapée, sur le malade psychiatrique? Comment s'exercent les abus de toutes sortes, violences, maltraitances sur les personnes vulnérables? Telles sont les questions que nous aborderons avec mes invités sur le thème des personnes vulnérables dans Questions d'éthique aujourd'hui. Alors, au bout de cette table, j'ai Patrick Collignon. Patrick Collignon est pédiatre et généticien, praticien hospitalier à l'hôpital de Toulon. Vous êtes coordinateur de la commission éthique et handicap de l'espace éthique méditerranéen. À côté de vous, Lydia Despinois. Lydia Despinois, vous êtes psychologue au CAMPS, qui est le centre médico-social précoce de la Rose à Marseille, et vous êtes détaché à temps partiel auprès de l'espace éthique méditerranéen. À côté de vous, Pierre Lecause. Pierre Lecause, philosophe, professeur agrégé de philosophie. Vous enseignez d'ailleurs l'éthique médicale à la faculté de médecine de Marseille. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Forum, qui est la revue de l'espace éthique méditerranéen, et vous êtes également membre du comité national d'éthique. À côté de moi, Jean Nodin. Jean Nodin, vous êtes psychiatre. Vous êtes chef de service de psychiatrie au centre hospitalier universitaire de la Timone à Marseille et professeur de psychiatrie à la faculté de médecine de Marseille. À côté de vous, Corinne Touram. Corinne Touram est mère d'enfants handicapés, elle est aussi administratrice de la Chrysalide. Et puis, au bout de la table, Christian Bayon-Passe. Christian Bayon-Passe, maître Christian Bayon-Passe, est avocat, diplômé en éthique et pratique médicale. Vous êtes membre de l'espace éthique méditerranéen et chargé d'enseignement à l'université Paul Cézanne. Eh bien, nous allons commencer notre débat en parlant du principe de vulnérabilité. Alors, naturellement, la première question, peut-être pour Patrick Collignon, qu'est-ce que c'est que le principe de vulnérabilité? Patrick Collignon. Je ne sais pas s'il faut en faire un principe, mais je pourrais reprendre ce que vous avez dit en introduction. La vulnérabilité, c'est une situation d'une personne qui n'est pas dans la capacité de se défendre pour des raisons de son état physique, psychique ou social. Je crois qu'on pourrait se contenter de cette définition simple et essayer de cibler le sujet sur la question des agressions, peut-être le champ juridique, on verra ce qu'en pense. Oui, alors peut-être Christian Bayon-Passe. Donc le principe de vulnérabilité, est-ce que ça a une existence juridique, le principe de vulnérabilité? Bien précisément, le droit français ne connaît pas, proprement parlé, le principe de vulnérabilité. On connaît d'autres principes, c'est-à-dire qu'on connaît des règles au nom desquelles on va pouvoir protéger ou sanctionner les atteintes aux personnes dites vulnérables, mais il n'existe pas, à proprement parler, de principe de vulnérabilité. On connaît d'autres principes dont peut-être nous reparlerons, savoir par exemple le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, le principe du respect du corps humain, le respect de l'intégrité du corps humain. Mais le paradoxe, en tout cas pour aujourd'hui, mais peut-être que la législation évoluera et les repères aussi, c'est qu'en droit, du point de vue strict, il n'existe pas de principe de vulnérabilité. En revanche, le droit connaît évidemment la notion de personne vulnérable, mais c'est tout l'objet, je crois, du débat. Bien sûr, tout à fait. Alors ce principe de vulnérabilité, c'est quand même, comment dirais-je, une phrase qui vient de quelque part. Vous nous disiez, Patrick Collignon, qu'au Canada, par contre, il y a une sorte de reconnaissance de ce principe en tant que tel. Oui, le débat au Canada et au Québec en particulier, autour des questions du handicap et de la vulnérabilité, ce débat est très actif et très répandu dans la société, dans les médias. Au Canada, la question de la vulnérabilité se décline également en termes de protection de la personne et en termes de lois qui sanctionnent des actes qui ne respectent pas les personnes vulnérables. Mais c'est vrai que cette question est beaucoup plus prégnante dans les discours et dans les débats en Amérique du Nord. Bon, alors parlons un petit peu de vulnérabilité par rapport à l'existence humaine. Donc, Pierre Lecause, l'existence humaine est vulnérable, l'existence en général d'ailleurs, et l'existence humaine en particulier. D'un point de vue philosophique, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, sans doute, l'animal humain est l'animal qui souffre le plus. Peut-être d'abord en ce sens que les animaux en général n'ont pas coutume de se poser le sens de l'existence, de leur présence ici-bas, tandis que l'homme est l'être qui ne se contente pas d'être en vie, mais qui veut trouver des raisons de vivre.
Et donc, il y a là quelque chose de spécifiquement humain qui apparaît, c'est-à-dire le désir par rapport aux besoins, le désir étant justement lié à l'aspiration à la reconnaissance par les autres. Et c'est ça qui fait de l'homme le plus vulnérable des animaux, c'est cette aspiration, ce désir de reconnaissance qui n'est pas toujours assouvi et qui peut parfois même le conduire au suicide, qui est un acte assez rare dans le règne animal en général. Mais quels sont, dans la personne humaine, Lydia Despinoy, les aspects les plus vulnérables? Qu'est-ce qui, chez l'homme, donc, est plus vulnérable, en fait? Sa condition même. C'est-à-dire que l'homme et l'animal... On est toujours dans la généralité, donc c'est sa condition. Donc, sa condition, c'est-à-dire que, de par sa prématurité fondamentale à la naissance, l'homme est fondamentalement dépendant de son environnement. C'est ce qu'a amené le pédiatre anglais, pédiatre psychanalyste anglais Winnicott à dire « un bébé n'est rien ». Sans une mère ou sans un environnement qui le porte. Autrement dit, notre dépendance fondamentale à l'égard du milieu, qui fait qu'on est tributaire de ses soins, et non seulement de soins, mais d'une certaine qualité de soins pour se construire en tant que personne et accéder au titre d'humain, si je puis dire, ou à la qualité d'humain, fait que notre condition est par essence vulnérable. Maintenant, c'est vrai qu'à l'intérieur, dans cet équilibre fragile, et solide en même temps, parce que de cette interdépendance, on en tire aussi beaucoup de force, et peut-être qu'on pourra voir aussi le handicap aussi sous l'angle de la force que ça peut représenter, fait que certains, par rapport à la société, la manière dont elle va s'organiser pour accueillir l'être en devenir, qui va devenir humain si tout se passe bien, enfin pour qu'il se sente humain, parce qu'il est effectivement... à ce moment-là, selon que la société permet ou pas que ce avec quoi arrive le bébé, c'est-à-dire avec ses compétences, puisse donner un milieu qui lui permette de réaliser, de développer ses compétences, à ce moment-là, certains sont plus vulnérables que d'autres parce qu'ils arrivent avec des déficiences ou des incapacités qui vont le rendre un peu plus en difficulté pour se construire. Et je crois que c'est sous cet angle-là, peut-être qu'on peut envisager la vulnérabilité de la personne. Ce qui nous rend aussi vulnérables fondamentalement, et j'arrêterai après parce que je ne voudrais pas être trop longue, pas trop longue, c'est que la construction que nous avons à réaliser est un perpétuel mouvement. Et que dans ce mouvement, rien n'est jamais acquis, disait quelqu'un. Et que dans ce mouvement que nous avons à traverser et face à la situation autour de nous aussi qui bouge et dont j'ai souligné la dépendance dans laquelle nous nous trouvions, il y a sans cesse un équilibre à réaménager. Et en ce sens, nous sommes fondamentalement vulnérables. Alors là-dedans, c'est sûr que tous ceux qui ne suivent pas le même code ont du mal à prendre place. Et nous avons du mal à les accepter. C'est pour ça, quand vous disiez dans votre préambule qu'on avait du mal à prendre en compte la différence, je dirais oui et non à la fois. Je le renverserai. C'est-à-dire qu'effectivement, on a bien envie de mettre très loin et très différents et de dire on ne les voit pas. Parce que ce qu'on ne veut pas voir, c'est la similitude, au contraire. Et qui fait que cet autre, il est identique à moi. Il n'est pas le même. Il n'est pas tout à fait dans le même code parce qu'il ne vient pas avec les compétences vont être différentes. Mais néanmoins, il est comme moi. Et je pense que fondamentalement, par rapport au handicap et à cette mise à distance, se trouve posée la question de la similitude et de notre être commun. Voilà une façon de voir les choses qui est effectivement tout à fait juste. Ne pas, comment dirais-je, considérer la différence comme une différence, mais au contraire un obstacle à voir ce qui est proche chez l'autre. Cependant, moi je voudrais me tourner vers Jean Audin, parce que finalement la vulnérabilité, vous l'avez bien fait remarquer dans votre commentaire, est essentielle à la vie. Donc on n'échappe pas à cette vulnérabilité. C'est la nature même de la vie, quelque part. Jean Audin. Oui, c'est difficile de parler après Lydia Despinoy parce que c'était tellement clair que j'ai l'impression que tout a déjà été presque dit. Mais c'est vrai qu'il me semble que la vie est inséparable d'une part de la mort et d'autre part aussi de la fragilité. Au fond, là, vous avez dit que c'était dans mon perpétuel devenir. Ce perpétuel devenir, c'est tout le temps surmonter quelque chose. Et c'est en permanence plus survivre que vivre, proprement parler. Et survivre, c'est malgré tout comprendre presque à tous les instants que la santé et la maladie sont un équilibre qui est constamment une question pour nous. Constamment, au fond, on est là à vivre avec la maladie, et la maladie comme possibilité, vivre avec le handicap comme possibilité. C'est une possibilité humaine, mais c'est aussi comme ça que la vie se définit.
la vie se définit certainement dans ce rapport à la survie. Et je crois que c'est une question tellement difficile qu'effectivement on ne veut pas la voir en regardant l'autre. Parce que regarder l'autre, c'est se poser la question de notre propre survie. En fait, on se sent obligé de dire des banalités face à ça. Ces banalités nous participent à notre propre survie. La vulnérabilité, elle peut être corporelle, ça peut être effectivement la conséquence d'un problème, d'un handicap corporel, mais elle peut être aussi existentielle. Et peut-être que Pierre Lecause pourrait nous éclaircir un petit peu sur ce point. Est-ce que cette vulnérabilité corporelle se double d'une vulnérabilité existentielle chez l'être humain ? Et ce serait intéressant de prendre ce mot existentiel à sa racine et rappeler qu'existence vient de existare, qui veut dire se tenir au dehors, donc apparaître au dehors. Et c'est ça qui est peut-être justement le point le plus vulnérable pour l'homme, c'est d'apparaître sous le regard de quelqu'un d'autre qui va juger de notre apparence esthétique, qui va nous classer parmi les beaux, les laids, qui, dans la manière de nous regarder, va nous dire où sont nos possibilités de séduction. Et puis, avec l'âge, nous allons, parmi nos contemporains, voir de plus en plus de personnes se diriger vers des cabinets de chirurgie esthétique. Mais cela ne prête à sourire que pour ceux qui ne voient pas à quel point le corps, le visage sont des facteurs de discrimination. Et qu'à diplôme équivalent, celui qui n'a pas les tempes grisonnantes ou le crâne dégarni a plus de chances de trouver un emploi passé un certain âge que celui qui n'aura pas ses atouts. Et donc la peau est l'indice de notre vulnérabilité, la peau du visage. Vulnérabilité existentielle, donc, qui fait partie de notre façon d'être pour l'autre, en quelque sorte notre façon d'être vu par l'autre, mais aussi, j'imagine, par rapport à ceux qui, justement, souffrent d'un handicap, l'idée de se voir en victime, d'être, en quelque sorte, la victime de quelque chose. Est-ce que cette idée de victimisation, si je puis dire, fait partie de l'identité des personnes vulnérables? Lydia Despinoy. C'est complexe parce que je pense que dans le fait d'être reconnu comme victime quand on a subi un préjudice est extrêmement important. Je pense que ça a été un pas, par exemple, de reconnaître que l'enfant qui a été abusé est victime, pour libérer aussi de la soi-disant implication de celui-ci éventuelle dans la séduction ou autre. Donc c'est important de reconnaître qu'il y a une situation qui n'est pas symétrique, que s'il y a des abus, des violences, ça veut dire qu'il y a des victimes. En même temps, la victimisation, c'est-à-dire entrer dans le statut de victime, là, il y a une impasse. Et Boris Cyrulnik l'a bien montré avec la résilience. C'est-à-dire que la possibilité, quel que soit effectivement le handicap, quels que soient les handicaps mis par la vie, par la société, par les autres, la possibilité de trouver en soi les ressources pour pouvoir y faire face et permettre qu'un équilibre se crée. Et on verra qu'on a des enfants trisomiques bien plus heureux qu'avoir le 8e jour pour voir que le trisomique est malgré tout, sauf quand on l'accule à la fin au suicide, plus heureux que Daniel Auteuil dans ce film. Hein? Effectivement, sortir du statut de victime et pouvoir compter sur ses propres ressources et sur les étayages qu'apporte le monde et les autres, là, c'est sortir de cette position de victime. Donc il y a, oui, nécessité de reconnaître qu'il y a des éléments qui peuvent rendre les choses plus difficiles et plus complexes. Oui, faciliter les choses pour ces personnes-là, reconnaître donc qu'il y a un certain handicap, mais non, ne pas être fermé là-dedans et se dire que là, c'est fini, que le chemin est terminé. Je suis assez d'accord avec cette idée, mais je suis toujours un peu inquiet avec le concept de résilience, parce que c'est aussi quelque chose qui est capable de victimiser. Parce que c'est de la chance quand on est résilient et que l'on peut finalement se sortir de toutes les situations, même les pires, pendant toute sa vie. Mais c'est une chance exceptionnelle, et la plupart des gens ne l'ont pas, d'une certaine manière. Et c'est un leurre total d'espérer pouvoir compter sur les possibilités de résilience, comme si c'était un facteur que l'on partageait tous au même degré. Il y a aussi une inégalité dans la résilience. Ça, c'est une première chose qui m'inquiète. La deuxième, je crois, c'est que le statut de victime
être la victime, c'est aussi quelque chose que l'on connaît tous. Et il y a un rôle de victime qui est prédéterminé comme ça, mais que l'on a tous, à un certain moment, au moins une fois dans sa vie, adopté, essentiellement pour adopter une identité. Et que c'est la question de l'identité qui est derrière, c'est pas la question de la victimisation. Que ce qui est fondamental, c'est de chercher à trouver une identité dans la répétition de quelque chose que l'on trouve dans la société comme un moule tout fait. La victime, c'en est un, mais c'en est un parmi d'autres. C'est quand l'attribut, finalement, prend la place de l'être. Oui, on est victime, on n'est pas une victime. Voilà, je dirais que c'est l'enfermement dans l'identité. Hein, c'est là qu'il y a effectivement un enfermement. La reconnaissance qu'on est victime, ça, c'est une nécessité. Pour la résilience, juste un petit mot, parce que j'aime beaucoup ce travail. Pour travailler dans j'ai toujours travaillé dans des quartiers extrêmement difficiles, enfin, où les gens ont des vies bien difficiles sur le plan économique et souvent des vies bien fracassées. C'est la possibilité de pouvoir s'appuyer sur ce qu'il y a autour de soi et ces fameux, vous disiez, un aparté tuteur de résilience. Alors c'est sûr que tout le monde ne le peut pas. Enfin, il se trouve que... Mais c'est de se dire que quelle que soit la gravité de ce qui est vécu, on peut trouver des appuis et à partir de là, rebondir. Oui, je vous en prie, Patrick Collignon. Petit commentaire aussi, petite réserve sur cette notion de victimisation qui va dans le même sens. Je crois que c'est important quand effectivement il y a eu une voie de fait, qu'il y a eu une agression, de faire la part des choses et de désigner la victime. Mais ça ne doit pas être un statut, ça ne doit pas être un état, c'est stigmatisant. Et vous évoquiez tout à l'heure la nécessité de ne pas réduire la question du handicap au manque, au verre à moitié vide, et de parler aussi des capacités de la personne handicapée. Moi, je pense qu'il ne faut pas effectivement enfermer une même personne dans ce statut, donc vulnérable, handicapé, égale victime. Voilà, j'ai quelques réserves sur ce concept. Finalement, la vulnérabilité, c'est aussi une affaire d'autonomie, finalement, de dignité, d'intégrité. Christian Bayon-Passe, qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus, sur ces concepts d'autonomie, de dignité, d'intégrité ? Eh bien, effectivement, je crois que la notion de vulnérabilité remet en cause ces trois principes que sont justement l'autonomie, la dignité et l'intégrité. Qu'est-ce que c'est qu'une personne vulnérable ? Finalement, c'est la personne qui se voit menacée ou déniée dans son autonomie, dans sa dignité et dans son intégrité. Alors, déniée dans son autonomie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la manière dont on va faire violence sur cette personne, parce que en fait c'est ça le sujet, c'est la violence, c'est qu'on va l'empêcher finalement d'incarner et d'exprimer son libre arbitre. Ça, c'est la première atteinte très forte au principe d'autonomie. Et c'est pour ça qu'en droit, au niveau de la loi, au niveau des décisions de justice, on essaie, quand il le faut, de faire sanctionner justement cette atteinte à l'autonomie et de la volonté et de la personne au-delà de la seule expression de sa volonté. Ensuite, c'est l'atteinte à la dignité. Alors l'atteinte à la dignité, là aussi, le principe en droit français est très fort. Je vous le disais tout à l'heure, il y a un principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, et qui est devenu d'ailleurs un principe cardinal, à la fois de la bioéthique, pour employer ce mot peut-être encore entre guillemets, mais au niveau de notre droit français et de notre code civil. Tout à l'heure, je vais vous infliger une une lecture sur le code civil, là, très rapide, absolument. Oui. Ah, vous allez nous le lire aussi. La Bible laïque, voilà, la Bible laïque, mais la Bible quand même. Et effectivement, au nom de ce principe de dignité, ça veut dire qu'effectivement, une personne qui devient vulnérable ou qui est vulnérable pour les raisons qu'on va peut-être encore expliquer tout à l'heure, c'est celle qui est déniée dans cette dignité. C'est celle qui va être humiliée, c'est celle qu'on va faire souffrir, c'est celle dont on va dénier carrément l'existence parce que, mais ça, c'est pas les mots du droit qui peuvent résoudre uniquement cette situation, parce qu'on va, comme disait Pierre tout à l'heure, détourner son regard peut-être de cette personne, parce qu'elle nous rappelle ce qui est aussi notre existence et notre finitude. Et puis, comme vous le disiez, intégrité. Intégrité parce qu'effectivement, être vulnérable, c'est se voir porter atteinte à ce qui est notre être. Et c'est quoi notre être ? C'est à la fois l'esprit, mais c'est aussi le corps. Et c'est là que, si j'ai quelques minutes, oui, si vous voulez. Je voudrais juste un bref extrait. Un bref extrait du Code civil, pas plus mais qui dit tout. Un paragraphe, qui voilà. dit tout. Je vous en prie. Non, il y a quand même 2500 pages. Il y a beaucoup de 2500 pages. Voilà ce que dit notre Code civil. La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Je crois que tout est dit. C'est clair, oui, effectivement. Mais alors justement, la société moderne, est-ce que quelque part, elle ne renforce pas la vulnérabilité de l'individu ?
Je crois que si on fait le constat objectif, mais là, ce n'est pas le juriste qui parle, c'est le citoyen, c'est l'être humain, j'allais dire, c'est qu'on a le sentiment que cette vulnérabilité, en raison des contraintes de la société moderne, est de plus en plus prégnante et à tous les niveaux. Parce que vulnérable, on a dit, c'est la personne mineure, c'est la personne adulte. Et effectivement, on pensait qu'ayant atteint l'âge adulte, ça y est, on était enfin libre et qu'enfin on était hors de toute atteinte et hors de toute menace. En réalité, aujourd'hui, c'est quoi? C'est les populations qui sont vieillissantes, qui sont marginales, ce sont les exclus, ce sont les personnes handicapées, ce sont les personnes faibles, avec toutes les tentations de notre société moderne, c'est peut-être le sens de votre question, à savoir la société dite de consommation ou société du marché, avec toutes justement les situations de vulnérabilité, notamment économique, à savoir tentation, surendettement, prodigalité, et naturellement, le droit, notamment, on y reviendra peut-être tout à l'heure, a pour ambition de protéger les gens contre eux-mêmes et contre toutes ces tentations modernes, si tant est d'ailleurs que l'économie de marché soit vraiment une chose moderne. Pour moi, l'idée de vulnérabilité et de la difficulté qu'il y a à être vulnérable dans notre société est très liée quand même à l'idée de la réussite. Je suis, je pense, comme beaucoup de gens, terrorisé par l'idée qu'il faille réussir à tout prix. Et la difficulté pour les personnes vulnérables, c'est d'être justement stigmatisées sur le fait que ce sont des personnes qui ne réussiront pas, la plupart du temps, sous le regard, en tout cas, normatif de la société. Ce sont des personnes qui n'auront peut-être d'ailleurs même pas d'intérêt, qui ne verront même pas d'intérêt qu'il y a à réussir. Et dans une autre société, peut-être, on donnerait une certaine dimension à ce manque d'intérêt pour la réussite, une dimension positive, quelque chose d'un petit peu religieux derrière cette idée. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans une société qui est marquée par l'efficience, la technique, le système économique, qui, au fond, est fondé sur l'idéologie du progrès. Alors, y a-t-il malgré tout dans cette société qui finalement crée quelque part aussi ou contribue à la vulnérabilité une sorte de devoir d'assistance, disons un devoir d'assistance sociale, ou peut-être même d'ailleurs aussi individuelle? Un devoir de protection, mais je crois que ça, c'est l'idée même que la vulnérabilité semble... C'est un concept qu'on n'a pas abordé jusqu'ici, il me semble inséparable de la notion de responsabilité, et qu'au fond, on ne peut pas penser la vulnérabilité ou la fragilité d'une façon plus générale sans penser corrélativement à la responsabilité. Il y a un équilibre, au fond, qui est propre à chaque être humain entre responsabilité et fragilité. Et en ce sens-là, on se sent responsable aussi de la fragilité d'autrui comme de la nôtre. Mais c'est aussi vrai pour la personne fragile qui elle-même se sent responsable de la... J'aurais des anecdotes à raconter. Parfois, il nous arrive d'être dans des situations périlleuses. Dans mon travail de psychiatre, il est arrivé que ce soit des personnes dites vulnérables qui prennent ma défense et qui, au contraire, me sortent de situations très périlleuses. Je crois qu'on est tous à peu près logés à la même enseigne d'une certaine façon par rapport à ces deux principes. Pierre Lecause, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, pour aller dans ce sens de l'idée de réussite, je pense que justement les individus, c'est toute l'impasse dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, sont obsédés par l'idée de réussir leur vie, d'épanouissement personnel. Et cela a un effet aussi sur la prise en charge de ceux qui ne sont pas autonomes, qui sont dans une position de vulnérabilité, parce que le temps que je consacre, par exemple, à un patient atteint d'une démence, c'est peut-être un temps qui va être pris sur le développement de mes possibilités. Peut-être que je vais rater ma vie. Et c'est ça, notre angoisse d'individus modernes. C'est la peur de rater sa vie qui fait qu'on ne consacreront pas de temps à ce devoir de solidarité dont vous venez de parler. Alors, d'un point de vue de la justice, justement, et de la solidarité au sens de la justice du terme, qu'est-ce que vous avez à nous dire, Christian Bayon-Passe? Effectivement, il en est à la fois de la justice et de la solidarité. Alors, justice, ça veut dire quoi? Ça veut dire capacité, et notamment à travers le travail judiciaire, de reconnaître l'autre en tant que sujet de droit et de reconnaître l'autre en tant que personne. Et c'est justement par le biais de la justice ou des décisions judiciaires, s'il y a lieu, que le juge va reconnaître et va replacer la personne vulnérable dans ce qu'elle est et ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, à savoir une personne, et parce qu'elle est une personne à part entière, donc un sujet de droit, et avec tous ses droits. Ça, c'est au niveau de la justice. Et puis évidemment, impératif et nécessité de la solidarité,
dans la mesure où il s'agit effectivement d'assurer à ces personnes dites vulnérables eh bien, un confort et une situation matérielle notamment. Et là, nous connaissons tous les dispositifs de prise en charge, effectivement, de ces personnes. On va avoir l'occasion, effectivement, dans les épisodes à venir, de parler de tout ça plus en détail. Mais je voudrais... Oui, je vous en prie. On peut réhabiliter un petit peu la société moderne. Je crois que ça ne se résume pas, effectivement, à des mesures coercitives de juges et de magistrats. Le simple fait qu'on en débatte et qu'on se préoccupe des personnes vulnérables ou des personnes handicapées, sans faire un parallélisme strict, je crois qu'il y a quand même un progrès du regard de la société sur les plus faibles, et ce débat n'existait pas forcément auparavant. Alors donc même si je souscris, comme tout un chacun ici, à l'idée que cette idéologie de la réussite nous rend tous un peu vulnérables quelque part, il y a néanmoins une organisation sociale, un débat dans la société pour lutter, pour soutenir, pour faire action de solidarité en faveur de ces personnes vulnérables. Je pense qu'il faut acter ce progrès. Effectivement, il y a des progrès, mais je dirais que la solidarité reste encore sous l'angle de la vertu. Or, c'est une nécessité sociale. Si on veut rester fidèle à ce qu'on a dit sur la vulnérabilité, ça va être une nécessité. Et il n'est pas question donc d'assistance ni solidarité, il est question de prendre compte. Corinne Touram, d'un point de vue de la vulnérabilité de la personne handicapée, est-ce que quelque part ça ne nous renvoie pas à notre propre vulnérabilité finalement ? Dès le départ, en fait, quand on apprend la naissance d'un enfant handicapé, ça nous renvoie à notre vulnérabilité, puisqu'on n'a pas de repères, on n'est pas du tout préparé, donc on se sent vulnérable, on se sent agressé, coupable, le sort s'est acharné sur nous, enfin, on a quand même quelque chose, pourquoi lui, pourquoi moi, donc on se sent vulnérable. Et puis aussi le fait toujours de la réussite. L'enfant, c'est notre image de réussite, il doit réussir en classe, Et donc, tout ça est perdu dès le départ. Et en fait, c'est après un long parcours qu'on se rend compte qu'en fait, puisqu'on réfléchit sur le sens de la vie, et justement cette idée de réussite, et là, on se rend compte que finalement, on change notre idée, notre conception de la vie, et donc on est moins vulnérable, on est moins sujet aux apparences, on est moins sujet au physique, on est moins sujet à la réussite sociale, et on a beaucoup plus les pieds sur terre, notre vie n'est pas très longue sur Terre, donc cette recherche du bonheur nous rend plus forts, je pense. Ok, merci Corinne Touram pour ce témoignage, mais on aura l'occasion de continuer à écouter votre témoignage à travers les épisodes qui vont venir. Donc en gros, et pour conclure, qu'est-ce qu'une personne vulnérable ? Pierre Lecause. Je dirais que nous ne nous humanisons pas seuls, et une personne vulnérable, c'est une personne qui est radicalement dépendante de toutes les autres, c'est-à-dire que nous sommes tous embarqués dans cette condition humaine qui, comme je l'entendais tout à l'heure, est vraiment inhérente à l'être humain. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce premier débat, donc le principe de vulnérabilité, sur cette thématique sur les personnes vulnérables. Nous nous retrouvons demain avec un autre débat sur les personnes vulnérables et nous parlerons des personnes handicapées et de leurs droits. Donc à demain dans Question d'éthique.